Allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors cette fois-ci on va parler de The Marvels, le dernier opus du Marvel Cinematic Universe qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, que j'ai pu voir la semaine dernière et que j'ai plutôt bien apprécié, un film que je trouve qui ne mérite absolument pas le torrent de haine et de critiques qui se déverse sur lui depuis un bon bout de temps. Voilà. Alors, cette vidéo sera en deux parties. Une première partie, j'ai justement revenir sur l'accueil critique qu'il y a eu avant la sortie du film, c'est très important, et sur le fait que le film, malheureusement, ne fonctionne pas au box-office. Et une deuxième partie où là, je vais vous dire pourquoi, moi, j'ai plutôt bien aimé le film, malgré des défauts qui en font, je dirais, un des épisodes les moins bien, soyons honnêtes, du MCU. Il est même moins bien que certaines séries télé, mais il n'est en rien infamant, comme j'ai pu le lire à droite et à gauche. The Marvels, c'est à la fois la suite du film de 2019, que je vous présente ici donc en Blu-ray, de la série Miss Marvel de 2022, et d'un des personnages de WandaVision, donc Monica Rambeau. Voilà, donc c'est donc le 33e épisode du MCU. Alors, il faut savoir que depuis l'annonce du projet, il y a une très grosse partie de la critique sur le net qui s'est vraiment déchaînée sur le film, qui l'ont trouvé tous les défauts possibles avant même d'avoir vu une seule image. Alors il est vrai qu'il est tendance depuis quelques années, surtout depuis la fin de Endgame, de cracher sur le MCU. Aucun film de la période 2019-2023 n'a trouvé grâce aux yeux des youtubeurs. Les films sont systématiquement descendus avec les mêmes arguments. Alors on nous dit que les scénarios sont vus et revus, ou totalement plats, que les personnages sont inconsistants, que les méchants n'ont aucune épaisseur, l'humour est idiot, que du wokisme à tous les étages. Pourtant, des films comme Les Éternels ou Shang-Chi amenaient des personnages et des histoires totalement inédites. Un film comme Black Widow était plus dans un film d'action, voire d'espionnage, et non pas dans le super-héroïsme simplet, si j'ose dire. Spider-Man No Way Home ou Doctor Strange and the Multiverse of Madness introduisaient justement ce concept du multiverse et allaient plus loin que les films précédents. J'oserais même dire que les films comme Ant-Man, comme Thor, comme Wakanda Forever, dépassaient, de par leur envergure, de par la façon dont l'histoire était racontée, les films de base. Voilà. Même les séries Disney+, elles ne se ressemblent absolument pas les unes les autres. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas. Moi, j'ai adoré WandaVision, j'ai adoré le Faucon et le Soldat de l'Hiver, j'ai adoré Loki, et puis j'ai aussi bien aimé Miss Marvel. Voilà. Le problème, c'est que pour ces critiques, c'est qu'au cinéma, hormis Ant-Man 3, mais je vais y revenir, les films fonctionnaient, engrangeaient pas mal d'entrées. Les deux Spider-Man ont fait beaucoup plus que le premier. Le troisième Spider-Man a même approché les 2 milliards. Doctor Strange a quasiment été milliardaire. Même le quatrième Thor a été le plus gros succès aux États-Unis. Même Ant-Man 3, ça a été le plus gros succès de la série aux États-Unis, mais il a nettement moins bien marché dans le reste du monde. Et si on regarde les films qui sont sortis pendant la pandémie, donc Black Widow, Shang-Chi et Les Éternels, là aussi ils n'ont pas eu à rougir. Donc c'est vrai que quelque part ça a agacé la critique de voir des films qui descendaient à longueur de vidéos YouTube, finalement fonctionner auprès du public. Et voilà, on attendait vraiment, on sent que ces gens attendaient vraiment le premier vrai faux pas du MCU, à la bave aux lèvres, en disant je vous l'avais bien dit. Et c'est vrai que dès les premières images, ils ont entamé une descente en flammes du film, donc ce serait forcément ultra woke, féministe revanchard à la Barbie, nul, les effets visuels seraient ratés, j'en passe. Donc ils se sont donc même rendus en salle avec toutes ces idées en tête, et forcément, si vous allez voir quelque chose en disant ça va être nul, il y a peu de risques que vous trouvez ça bien. Alors il y a quelques quand même youtubeurs ou quelques critiques qui ont, eux, pas aimé le film et qui ont trouvé des qualités au film et qui l'ont dit. Mais la plupart se sont renfermés en disant de toute façon je l'avais dit que ça serait nul et c'était nul, mais sans aucune critique, c'était l'industrie. Et quelque part, moi je trouve ça vraiment dommage. Si on construit une critique sans aucune argumentation, c'est le degré zéro de journalisme. Alors oui, on peut effectivement s'énerver sur le fait que depuis plusieurs années, Disney veut absolument nous mettre sa vision de la société, de l'inclusion à toutes les sauces, y compris et surtout dans ses films les plus populaires, dans ses franchises les plus populaires. On a eu un bel exemple avec la petite sirène qui remplissait tous les cahiers des charges des niveaux minorité ethnique, mais qui finalement n'a pas fonctionné. 600 millions de dollars de recettes, vous direz c'est pas si mal, si, sachant le coût du film, c'est quand même un échec
Voilà. Mais pour The Marvels, on ne savait absolument pas du tout ce que le film allait donner avant sa sortie en salle. Et c'est pas parce que les personnages, soi-disant, étaient mal aimés, soi-disant que oui, on a été voir Captain Marvel uniquement parce que c'était le lien qu'on nous avait vendu entre Infinity War et Endgame. Soit dit en passant, à l'époque, personne dans les critiques youtubeurs n'a dit ça. Donc ça, on peut penser que certaines personnes réinventent quelque peu l'histoire. Voilà. Donc personne ne sait ce que ça allait donner ce film. Le fait qu'il y ait eu très peu de promos, que la première bande-annonce était assez bizarroïde, et que surtout à cause de la grève, il y a eu très peu de promos de la part des actrices, bon bah voilà, on pouvait anticiper un échec, mais pas à ce point. On peut regretter aussi les propos totalement irresponsables de la réalisatrice, Nia DaCosta, alors qui a commencé par dire que bah, de toute façon si le film ne fonctionnait pas, c'était pas son film à elle, c'était le film de Kevin Feige. Hein. Ensuite elle a commencé à dire, de toute façon on a fait pas mal de coupes, et enfin elle a terminé par dire oui, si le public ne va pas voir mon film, c'est parce qu'il est raciste, il est homophobe, il est misogyne. Bon, la diplomatie apparemment elle ne connaît pas. Donc on peut effectivement critiquer la réalisatrice, on peut critiquer la politique de Disney, on peut critiquer le fait que depuis 4 ans, les films du MCU sont moins prenants, sont moins marquants que Endgame, qui avait vraiment terminé cette phase 3 en disant feu d'artifice absolument extraordinaire. Mais est-ce que pourtant le film serait une purge? Ça, est-ce qu'on peut le dire avant d'avoir vu le film? Bah, pour moi, non. Voilà. Je ne sais pas si l'échec du film, parce que c'en est un, clairement, en 15 jours, il n'a même pas dépassé les 200 millions de dollars de recettes, il fera moins que l'incroyable Hulk, qui avait engrangé 264 millions il y a 15 ans, à une époque où les prix des billets étaient beaucoup moins chers. Hein. Mais je pense que c'est un tout. Il y a la lassitude du public, ça a joué. La politique de Disney, ça a joué, mais également la politique de dénigrement de pas mal de gens sur YouTube, sur Twitter et compagnie, sur les réseaux sociaux, ont joué. Parce que quand vous avez plusieurs centaines de milliers d'abonnés, que vous leur dites de toute façon ce film-là sera de la merde, n'allez pas le voir, bah forcément il y a une partie qui va vous écouter. Hein, voilà. La qualité du film a aussi joué, hein, c'est évident, parce que certes le film a mal démarré, mais en deuxième semaine il s'est effondré de 118%, qui est le plus grosse chute pour un film de super-héros. Bah, c'est la preuve que les gens qui ont vu le film, finalement ne l'ont pas aimé, ne l'ont pas recommandé à leurs amis. Je vais dire pourquoi après. Voilà. Pourtant, j'ai quand même lu, moi, pas mal d'avis plutôt positifs sur le film, hein, des gens qui, comme moi, ont apprécié The Marvels. Voilà, donc maintenant, on va vraiment parler du film. Alors, le pitch, hein, donc confronté à la menace donc, de Dar-Benn, donc une Kree qui a pris la relève de l'intelligence suprême, hein, qui était détruite dans le premier film, qui a découvert un artefact puissant, un bracelet quantique qui lui permet d'ouvrir des trous de verre, voilà, et bien Carol Danvers va se trouver un peu à son corps défendant, 2 alliés inattendus. Donc la jeune Miss Marvel, hein, dont on avait vu dans la série télévisée, éponyme du même nom, et puis Monica Rambeau, donc un personnage qui était apparu adulte dans WandaVision, mais que l'on connaissait dans le premier film, c'est la petite fille de la meilleure amie de Carol Danvers. Voilà, donc Carol Danvers va devoir se confronter à cette menace, hein, pour en faire avancer son histoire personnelle. Ce film, donc, comme je l'ai dit, c'est la suite de plusieurs médias. Il n'est pas forcément obligatoire d'avoir tout vu, hein, pour bien comprendre, notamment l'histoire de Miss Marvel, qui est plutôt bien résumée en début de film. Voilà. Alors, les points forts de ce film. Pour moi, il y a 3 personnages qui sont complètement bien. 3 héroïnes qui sont très attachantes. J'insiste bien là-dessus, elles se complètent, elles sont attachantes. Moi j'ai bien aimé la série Miss Marvel, hein, avec Kamala Khan, malgré des aspects qui étaient toujours pas très crédibles, hein, notamment au niveau des vilains, au niveau des motivations des méchants, l'histoire des jeans et compagnie, pas des jeans et compagnie, alors que le contexte familial, l'histoire du Pakistan, sur la partition, la réflexion de la migration de ces familles qui se sont retrouvées, bah, mine de rien, coupées de leurs racines pour un ménage dans un pays, tout ça c'était très bien rendu, et puis surtout on nous montrait une famille musulmane, alors je dirais normale, avec tous les problèmes qu'a une famille, hein, les problèmes des coups, des problèmes voilà, d'adolescence, des choses comme ça. Enfin, moi je trouvais que c'était vraiment une série qui était vraiment très sympa, et j'ai trouvé que certaines critiques, à mon sens, frôlaient quelque part le racisme bébête. Mais bon, ça c'est comme ça. Donc voilà, dans le film, donc, Iman Vellani campe une Miss Marvel très attachante, elle assume totalement son fanservice envers Captain Marvel. Bon, Brie Larson, je suis désolé, pour moi c'est une bonne actrice. Et Taina Paris, donc, qui est parfaite en Monica Rambeau, et bien là c'est pareil, elle incarne très bien les personnages. Donc 3 personnages attachants, 3 héroïnes qui se complètent, jouées par 3 bonnes actrices. Bon, pour moi c'est déjà un énorme point fort. Qui plus est, l'alchimie fonctionne bien, on sent bien que les actrices ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble, et ça c'est important pour un film.
Les combats sont vraiment très dynamiques. Les personnages peuvent échanger leur position du fait de leur interaction. Alors, à chaque fois qu'elle utilise son pouvoir, pop, elle va prendre la position de l'autre, alors qu'elle soit à 3 mètres ou qu'elle soit à l'autre bout de l'univers. Ça, c'est une idée géniale, alors qui est tirée du comics, du premier Captain Marvel, quand Captain Marvel était un homme. Le héros échangeait donc sa position avec un jeune humain, donc Rick Jones, qui a également été le partenaire de Captain America et de Hulk. Il y avait des bracelets, les mêmes bracelets que l'on voit dans le film. Voilà, lorsqu'il frappait les bracelets, hop, Captain Marvel, qui était exilé dans la zone négative, prenait la place de Rick Jones, et inversement. Voilà. Donc, vraiment, ça donne des combats très stylés, très bien mis en scène. Moi, je trouve que la mise en scène est vraiment très très belle, très lisible, qui plus est. Et donc, des combats, voilà, où on a du 3 contre 1, qui sont franchement dynamiques. Voilà, ça fait penser à certains jeux vidéo, vous pouvez switcher entre un personnage, je pense à Final Fantasy VII par exemple, ou switcher d'un personnage à l'autre pour attaquer le boss. Les environnements spatiaux sont très beaux, là je veux dire Marvel a vraiment une belle expérience là-dessus, ils sont bien boostés par des effets visuels que j'ai trouvé franchement réussis le plus souvent. Alors il y a quelques passages, notamment une chute libre de Kamala Khan, où là on sent vraiment des fonds verts pas terribles. C'est fou qu'en 2023 on n'arrive pas à bien représenter les personnages qui chutent. Bon, certains films y arrivent beaucoup mieux, mais c'est souvent un peu les parents pauvres. Voilà. Il y a également une idée totalement folle avec les œuvres de Flerken. Vous savez, c'est ce mignon chaton qui se révèle être en fait un être plutôt redoutable. Bon, là, c'est bien, il y en a des dizaines et des dizaines. Ils sont toujours de redoutables prédateurs. Et ça permet, donc, à Nick Fury, donc Samuel Jackson, qui est toujours aussi impérial dans ce rôle, d'évacuer sa station spatiale, qui est menacée par la méchante, donc Darben, de manière assez inédite. Je ne veux pas spoiler ici. Le rythme du film est très rapide, vu que le film est court, il fait 1h45, vous enlevez un quart d'heure de générique, donc en gros 1h30, il n'y a pas de temps mort. On est tout de suite dans l'action, on sent quand même qu'il y a eu des coupes, ça c'est évident, il y a des passages, voilà, on voit bien qu'on saute un petit peu du coq à l'âne, mais le montage va à l'essentiel, et finalement, dans une période où on a des films qui à mon sens sont parfois beaucoup trop longs, je pense à The Batman par exemple, eh bien c'est bien d'avoir un film voilà, qui va comme ça, fonce bille en tête, et ne perd pas trop de temps avec des choses dont finalement on ne s'intéresse pas. Voilà. Et puis évidemment donc des scènes post-génériques qui donnent envie. Alors surtout la deuxième, donc voilà, lorsqu'on voit les X-Men qui sont au cœur de cette série, de cette scène. Voilà. Donc ça c'est vraiment les points forts, les gros points forts du film. En plus d'une histoire qui est finalement, qui est certes pas très complexe, mais qui se laisse vraiment bien regarder. Alors, les points faibles. Alors, comme souvent, malheureusement, chez Marvel, depuis quelques années, la méchante, je trouve, n'a strictement aucun charisme. Ses motivations sont floues. Et la solution, en fait, elle aurait pu intervenir bien plus tôt. Elle avait juste à demander à Captain Marvel de réparer le mal qu'elle avait fait de manière sans le faire exprès, si j'ose dire. Voilà. Donc, l'histoire, je leur dis, l'histoire, du coup, et elle a du mal parfois, malgré son rythme, pas à s'emballer. Mais on a du mal franchement à se passionner un peu pour l'histoire. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça fait plus épisode d'une série télé que vraiment un film. Et on sent justement, du fait de sa courte durée, que là, il y a eu pas mal de coupes. Il manque des éléments dans cette histoire. Il manque des éléments. Et je le redis, le fait qu'une la menace soit pas si terrible que ça, c'est quelque chose de récurrent depuis quelques années. Je l'avais déjà dit pour le maître de l'évolution de la galaxie. Même Kang dans Ant-Man 3, il est moins terrifiant, je trouve, que finalement que celui que l'on voit dans Loki. Il serait temps que Marvel retrouve vraiment des antagonistes aussi puissants que Thanos, et j'espère vraiment qu'ils vont y arriver avec Kang, même s'il faut changer d'acteur, parce qu'on sait que Jonathan Majors a pas mal de soucis judiciaires. S'il faut changer d'acteur, tant pis, mais il faut aller vers un personnage vraiment surpuissant, qui puisse vraiment mettre en doute la galaxie Marvel. D'ailleurs, je sais que tout le monde s'en tape, mais si Kevin Feige veut quelqu'un pour remplacer Jonathan Majors, moi je lui suggère Denzel Washington, qui serait à mon sens parfait dans ce rôle. Alors, autre problème du film, une rythmique de ton dramatique, je trouve, quand les trois héroïnes mettent le pied sur une planète, où Carol Danvers a déjà dit une aventure, là aussi je ne vais pas spoiler, mais où tout le monde, les habitants parlent en chantant. Et d'un coup d'un seul, on tombe dans un autre film, une sorte de comédie musicale, alors je dirais au rabais, parce que franchement la chanson est pas terrible, ça arrive comme un cheveu sur la soupe.
Alors, on sait que Nia DaCosta avait parlé d'un film très farfelu. Alors, est-ce qu'il y avait plus de scènes musicales dans le premier montage? Peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, là, ça n'apporte rien, ça n'a pas de sens. C'est vraiment dommage, surtout qu'évidemment, dès qu'il s'agit de retrouver, entre guillemets, le fil de l'histoire, hop, eh bien, le personnage principal de cette planète est bilingue, donc du coup, il se m'a parlé normalement. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, hein, ça fonctionne pas du tout, moi ça m'a même un petit peu sorti du film, hein. J'avoue que j'avais hâte que cette séquence, cette séquence se termine. Alors, des choses décalées, ça peut fonctionner, bah, par exemple dans les premiers épisodes de WandaVision, hein, ou alors dans Miss Hull qui s'adresse au public, hein, d'ailleurs comme dans le comics de John Byrne, hein, soit dit en passant, voilà. Et un autre défaut du film, c'est que ça fait pas vraiment avancer l'univers Marvel. Donc les trois héroïnes donc, sont confrontées à une menace, elles l'affrontent, elles la battent, et boum, générique de fin. On est quand même loin des histoires, justement, qui mettaient en place petit à petit la menace de Thanos, qui introduisaient les personnages qui allaient être réunis dans Avengers. Voilà, on sent, ça fait vraiment épisode, alors je dirais pas écrit à la va-vite, hein, mais moins soigné que le reste du MCU. Heureusement, je le dis, les deux scènes post-génériques, elles annoncent la suite, une suite plutôt sympathique, hein, notamment avec les Young Avengers. Ça peut donner quelque chose de sympa, je trouve. Voilà. Donc au final, je le redis, un épisode fort sympathique du MCU, mais pas un grand film. Hein. Pour citer les sorties récentes, bah, je trouve que les Éternels, Black Widow, Shang-Chi lui était bien supérieur. Bon, de même No Way Home, Doctor Strange 2, voilà. Même Ant-Man 3 en donnait plus. Je trouve, au niveau histoire, au niveau effets visuels, au niveau dépaysement total. Mais bon, en l'état, je le redis, l'archement de la critique sur The Marvel, pour moi, elle n'est pas du tout justifiée. C'en est même malsain. Surtout que les accusations de wokisme et de féminisme à deux balles, bah, finalement, elles tombent à plat. Le film n'est pas franchement woke. Alors si, à part si on nous dit, bah oui, mettre trois héroïnes, c'est woke, bon, bah, ouais, enfin, je suis pas trop d'accord avec ça, voilà. Mais on peut surtout penser que le public féminin ne s'intéresse pas vraiment au film avec un casting entièrement féminin. On l'a vu avec Ocean 11, Ocean 8, pardon, qui n'a pas vraiment marché. Le Ghostbusters 2016, qui n'a pas marché non plus. Moi, je pense que c'est peut-être pas le temps, mais d'un autre côté, quand on regarde Barbie, qui est un film casting très féminin, avec des idées très féminines, voire même très revanchard, qui a été un carton, c'est pas évident, voilà, de trouver vraiment une justification à cela. Voilà. Bon, mais nul doute que voilà, je pense que ce film méritait un meilleur sort, surtout je le redis, le trio n'est pas du tout artificiel, hein, bien au contraire. Voilà. Je pense que The Marvel a payé un peu toutes les erreurs de Disney de ces dernières années, hein, et cette punition de toute façon est loin d'être finie. Là on voit les premiers films de Wish, le dernier dessin animé de la firme, qui a coûté 200 millions de dollars. Bah, ils sont extrêmement décevants, hein, moins de 50 millions pour ces 5 premiers jours d'exploitation. Bon, le film n'est pas sorti partout, hein, mais c'est clair que là aussi, ça risque d'être un échec. On a eu Le Manoir Hanté qui a été un échec, on a eu Indiana Jones 5 qui a été un échec. Donc The Marvel, Ant-Man 3 qui n'a pas performé comme on le voulait. Voilà, donc Burbanks, la firme de Burbanks doit redresser la barre sous peine d'autres déconvenus. Je pense que ça doit passer par une réflexion sur les films de super-héros, hein, ou même sur Star Wars, prendre le temps de se dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne pas, et surtout, qu'est-ce que le public a vraiment envie de voir. Là, je pense que clairement, le public n'avait pas envie de voir 3 super-héroïnes. Bon, je vous dis, bien aidé par cette campagne de dénigrement, mais même là, je veux dire, un film comme Élémentaire qui a été descendu, qui n'a pas du tout fonctionné, qui était même victime d'un bashing, parce qu'il a fonctionné sur la longueur. The Marvel ne fonctionnera absolument pas sur la longueur. C'est la preuve que bah, le public, alors qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, n'a pas envie de voir 3 super-héroïnes dans le même film. C'est un peu dommage, parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose à creuser, hein, et j'espère vraiment, parce que moi j'aime bien le MCU, et bien que Marvel va réagir. Par contre, je continue à penser que descendre un film avant même sa sortie, à l'un de son casting, pour moi ce n'est pas professionnel du tout.